On parle d'un webinaire proposé par le groupe technique des adhérents de l'association La Maison du Passif. Et pour ma part, hors cette activité d'adhérent bénévole, je suis responsable de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'urbanisme d'un bureau d'études qui s'appelle Solaris Bouwen, dans son antenne française. Et je suis formé CEPH depuis 2011 et je suis formateur CEPH d'ailleurs depuis la même année. Je certifie des bâtiments en passif depuis 2019 et j'ai la joie de collaborer avec pas mal de gens comme Jean-Luc au sein du groupe technique des adhérents de la Maison du Passif depuis 2020. Donc le groupe technique est là en premier lieu pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions d'applicabilité du label en France, compatibilité réglementaire, recommandations, prise en compte, modélisation, etc., prise en compte de système, n'hésitez pas à vous adresser à nous si vous ne trouvez pas les informations dans la littérature courante, hein, Passipédia, choses comme ça. Le groupe technique est aussi chargé de fournir en sujet pour les webinaires la Maison du Passif. Donc une bonne partie des webinaires sont alimentés justement par nos soins. Et on choisit aussi les conférences qui sont présentées à Passibat dans le congrès. Donc c'est le groupe technique qui fait ça. Donc j'en appelle à toutes les bonnes volontés. Si vous êtes très intéressé par nos sujets, si vous traitez beaucoup de projets passifs et que vous avez envie de nous voir, on se réunit tous les mois. On est une quinzaine et généralement quelques-uns en présence et en visio. Et on se réunit donc un jour par mois, 1 heure, juste pour traiter les sujets courants, voir comment ça avance, répondre aux questions, diffuser les informations. Voilà, après cette introduction, donc on a dit Passibat arrivé. Et pour introduire vraiment le webinaire lui-même, je voudrais vous dire donc, comme on le disait dans l'annonce, que c'est un webinaire très technique et orienté vraiment pour les professionnels. Pour bien comprendre toutes les implications de ce qu'on va dire ici, il vaut mieux pratiquer le CEPH, enfin pratiquer le PH depuis longtemps, et idéalement être CEPH. Ce sera toujours quelque chose qui pourra vous apporter des informations, si jamais vous n'êtes pas à ce niveau de technicité. Mais il ne faut pas que ça vous étonne si c'est assez poussé, bien entendu. On aura un temps d'échange prévu en fin de présentation. Je vais essayer de viser 45 minutes pour qu'il nous reste un quart d'heure. On finira à 18 heures. Et vous pouvez quand même poser vos questions au fur et à mesure, comme le disait Jean-Luc dans le chat, et il y répondra si elles sont simples ou si jamais ça nécessite des appoints de ma part, parce que je n'ai pas été clair, il m'interrompra pour les signaler. Et dernier point, je vous rappelle quand même que là, on est sur un webinaire pour les labellisations Passive House de la Maison du Passif, donc on parle des labellisations PHI. Il existe d'autres labellisations dites passives, plus génériquement, qui ne sont pas accréditées par le Passive House Institute de Darmstadt. Là, je ne peux pas parler pour eux. Donc, tout ce qu'on va dire ici s'applique uniquement à ces labellisations PHI avec le logo qu'on voit ici en bas à droite, Passive House Institute. Je vous rappelle quand même le contexte. Quand on dit labellisation Passive House Institute en France, vous avez plusieurs labellisateurs. Là, ceux qui sont réunis par le cercle technique d'ailleurs, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc ceux qui sont regroupés derrière la Maison du Passif. Donc la Maison du Passif, d'un point de vue technique, c'est Victor Hope qui gère, qui est labellisateur lui-même. Et là, en souligné, vous avez les noms des personnes physiques qui sont accréditées pour certifier des bâtiments en France. Donc, toutes les informations qu'on va diffuser aujourd'hui sont connues de ces acteurs-là et vous pouvez en parler avec eux, ils les manipulent régulièrement. Vous avez l'équipe ingénierie avec Tuc Dual et Guillaume qui sont plutôt vers Nantes. Vous avez Eliasol avec Jean-Luc qui est ici avec nous et Franck qui sont plutôt dans le sud-est et dans la Franche-Comté. Et vous avez moi-même qui suis à cheval entre Strasbourg et Paris. Les informations que je vous présente viennent du forum des labellisateurs PHI, donc c'est un forum privé quand on a des demandes d'arbitrage ou alors des questions techniques à poser au service du PHI pour savoir comment on traite l'un ou l'autre point. On leur demande par ce canal-là et ils nous transmettent leurs réponses. Donc on les compile au sein du groupe technique, on vous les diffuse, soit sur le forum de la Maison du Passif, qui est en cours de réflexion et qui sera bientôt réaccessible, ou alors au cours d'un webinaire comme celui-ci. On fait aussi parfois des notes techniques qu'on joint qui sont dans la newsletter de la Maison du Passif pour diffuser les gros arbitrages. On a aussi des informations qu'on retrouve quand, en tant que certificateur, le Passive House vient inspecter nos dossiers pour vérifier qu'on fait ça selon les règles de l'art. Parfois, on apprend des nouvelles choses ou des évolutions, et c'est aussi ce qu'on vous présente aujourd'hui. Plus simplement, plus facilement accessible comme source d'information, vous avez le référentiel de labellisation PHPP V10 ou V9,
qui est relativement précis et dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de choses. Si vous prenez le temps de bien le détailler, vous trouvez pas mal de réponses et notions, notamment des choses que je vais dire ici. Avant même de parler de des points techniques, je rappelle quand même quelque chose, c'est que bah, un problème ne devient un problème que quand il est trop tard, généralement. C'est un peu, je crois que c'est un proverbe japonais qui dit ça. Euh, Si on arrive à anticiper, on limite beaucoup, beaucoup des conséquences de ces problèmes et des choses qu'on n'avait pas vu venir. Donc surtout, dès qu'on voit quelque chose d'un peu étrange sur un projet, un nouvel usage de bâtiment qui n'a pas l'air d'être courant, ou quelque chose qu'on voudrait faire, par exemple, là, je ne peux pas mettre de l'isolant, qu'est-ce qui va se passer, etc. Voilà. Essayez de vous en renseigner le plus en amont possible. Allez chercher sur les bases de données disponibles, demandez au groupe technique, demandez à votre labellisateur s'il est identifié. Comme ça, vous ne vous trouverez pas à des réponses qui seront opposées directement dans le rapport de certification et qui pourront mettre à mal votre planning ou alors votre conception. Donc, dès que votre labellisateur est identifié, adressez-lui toutes vos questions. N'hésitez pas à lui présenter un peu votre projet rapidement sur les points qui vous inquiètent pour qu'il vous donne une orientation en arbitrage direct. Et donc maintenant, tout ceci étant dit, on peut vraiment attaquer. Alors, pour la majorité des concepteurs français, on est encore sous le règne de la version 9 du PHPP, parce que c'est celle qui est en français à l'heure actuelle. Seulement, la version 10 est sortie déjà depuis bien 2 ans, 1 an ou 2 ans, et même, ouais, 2 ans. Et elle a fait l'objet d'un propre référentiel de certification. Donc, c'est celui que vous voyez sur la droite et c'est celui que je citais tout à l'heure. Ces critères sont beaucoup plus précis que ceux qu'on avait en V9. Il y a beaucoup plus de cas qui sont envisagés. Et de mon retour d'expérience, dès qu'on a quelque chose qui n'est pas précisé dans les critères V9 et qu'il est dans les V10, on peut le faire valoir auprès d'un certificateur. On lui dit, là, je suis dans un cas particulier qui n'était pas prévu en V9. Si je regarde en V10 la façon dont il l'approche, bah, je me rends compte que bah, au moins ça me donne une solution technique, un dispositif que je peux appliquer, et j'aimerais bien l'appliquer alors que mon PHPP est en V9. Ça, généralement, c'est accepté par les labellisateurs et par le PHI. Plus largement, les critères V10 sont en cours de traduction par la Maison du Passif, par Victor et Annie, et seront disponibles comme le PHPP V10 français, logiquement vers le printemps prochain ou au tout début de l'été, à peu près. Voilà. Ensuite, dans les grands paramètres qui peuvent causer des contretemps, on a les données météo, qui sont quand même une donnée fondamentale de notre calcul et qui font l'objet de mise à jour par le PHI. Étant donné que le PHPP, c'est une feuille Excel qui ne se met pas à jour naturellement, qui n'est pas en liaison avec les serveurs du PHI, ça sous-entend que cette mise à jour doit être faite manuellement. Plus votre PHPP est récent, moins cette question se pose, puisque la dernière version que vous avez vendue est normalement à jour de données climatiques. Donc, vous avez moins de risques d'avoir des stations périmées. Mais, si vous utilisez encore la V9, il est très probable que sans le savoir, vous utilisiez des données climatiques de certaines stations qui sont périmées. On reconnaît les mises à jour des versions de données climatiques par leur suffixe A, B, C, par rapport à leur code dans la feuille climat, et les plus récentes sont en C, par exemple. Mais vous avez encore des sets de données qui sont encore en A, même dans le PHP V10. Donc, le seul moyen de savoir exactement si vous avez les bonnes données climatiques, c'est de vous adresser à votre labellisateur. Vous lui présentez votre projet, enfin, vous lui dites où est votre projet, vous lui demandez est-ce que c'est bien cette version-là que je dois utiliser, est-ce que c'est bien la dernière? Faites très attention à ça parce que ça a engendré pas mal de déconvenues. Déjà, ça fait varier votre rigueur climatique, donc ça peut faire en sorte que votre projet est trop ou pas assez isolé, concrètement pas trop ou pas assez performant pour être labellisé. Et dans les scénarios catastrophes, dans le cadre des rénovations Enerfit globales, donc quand vous évaluez vos besoins de chaleur de chauffage pour les opposer au seuil de labellisation en Enerfit, qui sont entre 20 et 25 sur le territoire français, 20 pour les climats chauds tempérés et 25 pour les climats froids tempérés, bah, votre station peut basculer de l'un à l'autre. Et en plus, c'est pas forcément si instinctif que ça. Là, je vous ai mis en exemple les stations de Strasbourg et Nancy. Strasbourg est un climat tempéré chaud. Nancy est un climat tempéré froid. La limite entre ces deux types de climats, qui est malheureusement un effet de créneau, hein, se trouve entre les deux villes. Et en plus de ça, elle est un peu à l'inverse
de notre instinct, c'est-à-dire que là, on est en train de vous dire qu'il fait plus froid à Nancy qu'à Strasbourg. C'est vrai, hein, j'ai vérifié sur les données Météo France parce que j'étais surpris de ça. Mais c'est quelque chose qu'instinctivement, on n'aurait pas forcément vu venir. Et si jamais vous avez travaillé avec des vieilles versions des données de Strasbourg, les vieilles versions de données de Strasbourg étaient historiquement en climat tempéré froid. Donc quand vous avez mis à jour, vous êtes retrouvé en climat tempéré chaud et votre besoin de chaleur de chauffage maximum admissible pour la rénovation Enerfit est passé de 25 à 20. Et ça a fait très mal. Je m'inquiète juste, parce que généralement à ce stade du webinaire, au bout d'un quart d'heure, on a déjà des questions et je ne vois aucune intervention. Je voulais juste savoir, Jean-Luc, est-ce que tu reçois des questions? Est-ce que... Moi, je suis comme toi, j'en vois pas pour l'instant. J'ai pas vu Alors, je passer de vois une questions. main levée de Catherine Claudel. Oui, mais c'est depuis le début. Je pense que c'est peut-être une petite erreur. Ah, une deuxième main levée alors. Là, ça veut dire qu'on ne peut pas, on n'a manifestement pas les questions qui s'affichent. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Ah oui, ça marche. Parfait. Merci, Madame Cartagena. Donc, c'est bon. Ok, on voit. Ça veut dire que ça doit être clair pour le moment, pas de questions. Donc, là, j'en conclus avec nos données climatiques. Et Ah au si, fait, il y a une question, ah, Paul-Louis. La, parfait. la mise à jour est disponible sur le site, me Oui. semble-t-il. Effectivement. Mais il faut aller la chercher activement. Enfin, il faut aller la chercher soi-même. Mais personne ne vous le dira si jamais vous n'allez pas le chercher. Ensuite, alors ça, c'est plus une question de zonage. Historiquement, la règle, quand on demandait au PHI si on pouvait ne n'isoler qu'un bout de bâtiment, pardon, ne certifier qu'un bout de bâtiment, c'était OK tant qu'il a une toiture, un plancher, une façade, qui était une règle un petit peu approximative et qui a été nettement redéfinie. Dans les critères de la version 10, on a beaucoup plus d'informations. On a déjà une mention de base qui sert de socle, qui vous dit un bâtiment doit être labellisé dans son entièreté. Vous n'avez pas le droit de sortir un morceau de bâtiment, sauf dans les cas d'exemption suivants. Donc la règle socle, c'est on certifie tout le bâtiment. Et on a quelques cas auxquels on a le droit de ne pas faire ça. Par exemple, si jamais on a des extensions, on peut négocier selon le tableau qui est sur la droite. Ou alors, plus largement, comme le label passif se généralise et qui commence à s'appliquer sur des bâtiments urbains avec des logements en étage et des commerces en rez-de-chaussée, des bureaux en étage, etc., en tout cas des usages inhomogènes entre rez-de-chaussée et étage, on a désormais le droit de labelliser la partie supérieure d'un bâtiment et d'exempter son rez-de-chaussée. C'est assez pragmatique, hein. Nous, ça nous arrange bien, même en tant que concepteur ou labellisateur, puisque très souvent, pendant la conception, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans ces locaux de rez-de-chaussée. On ne sait pas si on aura un boulanger, un brasseur, une agence d'intérim, et des apports internes et des usages qui vont franchement faire varier le comportement thermique de ces locaux. Donc, c'est très commode pour nous de pouvoir dégager ce rez-de-chaussée. La seule, alors il y a une petite liste de choses à prévoir, je vous en ai extrait deux. C'est qu'il faudrait que vous soyez étanche à l'air entre les niveaux inférieurs et les niveaux supérieurs, les niveaux que vous labelliserez, puisqu'il faudrait que vous soyez capable de mettre en dépression uniquement les niveaux supérieurs. Ça englobera généralement vos communs, donc faites attention à la jonction avec les communs, avec tout ce qui est au rez-de-chaussée ou aux étages encore en sous-sol, encore inférieurs. Et petit détail, mais c'est dans le principe, on ne vous laissera pas mettre la plaque de certification sur le bâtiment à l'extérieur, puisque tout le bâtiment n'est pas certifié. On vous laissera seulement la poser à l'intérieur des communs, au rez-de-chaussée, par exemple, en tout cas, ce qui vous permet d'accéder aux étages supérieurs. Ensuite, alors, Excuse-moi, Paul-Louis, j'ai une ouais, je t'en question. prie, avec plaisir. Est-il possible de ne certifier qu'un seul appartement dans un logement collectif en rénovation Alors, ça, et en neuf? alors en neuf, non. Ça, je serai péremptoire là-dessus. En rénovation, je pense que oui, parce que Victor s'est lancé là-dedans. C'est ce que fait Victor chez lui. Victor Hope, lui rénove son appartement en passive house. Je crois qu'il est au bout de ses travaux d'ailleurs. Et logiquement, il doit être en train de finaliser sa certification. Donc, s'il est dans cette optique-là, c'est que ça doit être possible. Mais si tu peux regarder vite fait, pendant qu'on est là, dans les critères de certif, comment est-ce qu'il voit ça? Ça m'intéresse. Parce que je me demande comment c'est formulé explicitement. D'expérience, je sais que c'est possible. Mais je veux bien voir comment est-ce que, sous quelles conditions. Et pendant ce temps-là, je raconte mes températures de surface. Donc, les critères de confort des parois froides. Que ce soit sur vos parois opaques ou sur vos parois vitrées, vous avez critères de confort qui sont définis.
Sur les parois opaques, c'est principalement souvent le FRSI, c'est-à-dire le risque de moisissure et condensation qui va vous inquiéter, mais vous avez aussi des effets de rayonnement froid qui vous inquiètent particulièrement sur les menuiseries extérieures. C'était défini historiquement dans le référentiel de certification comme un delta de température surface froide dont on parle et opérative au milieu de la pièce de 4,2 Kelvin au maximum. On ne pouvait pas descendre plus froid que ça sur notre température de surface intérieure. Ça sous-entendait qu'il y avait un calcul à mener qui était enfin, qui pouvait être assez compliqué. Bon, pas si compliqué techniquement, mais un peu, voilà, qu'il fallait se mettre sur un coin de table pour essayer de déduire, en fonction d'une température extérieure, bah, la valeur U maximale admissible pour tenir cette température de surface. Ce critère-là a été pas mal pondéré et on avait déjà des critères d'exemption qui ont été reprécisés en V10. Donc on peut les résumer ici. Pour ce qui est de vos fenêtres, vous aurez le droit d'être exempté de ce critère. Donc, quand je dis exempté du critère de confort des menuiseries extérieures, ça veut dire que vous pouvez voir s'envoler votre UW. Donc, potentiellement, ça veut dire que vous posez du double vitrage. Ça, c'est quand même très important. C'est vraiment ça qui va changer votre approche et qui faisait l'objet de beaucoup de questions. Vous pourrez le faire si vous êtes en zone à occupation passagère. Donc, traduction typiquement des couloirs ou des circulations verticales dans des immeubles de bureaux, des endroits où vous n'avez pas vocation à rester. Oui, vous posez en double vitrage. Ne tirez pas trop par les cheveux cette notion-là de zone à occupation passagère, parce que j'ai eu en certification l'autre jour un projet avec un hall d'accueil au rez-de-chaussée dans un bâtiment administratif. J'avais envie de dire que c'était un local à occupation passagère, et le PHI m'a opposé que non, ce genre de locaux, dans des bâtiments administratifs, donc pas juste avec des plateaux de bureaux, tous différents, appartenant à des entreprises différentes, mais vraiment un hall d'une administration type, je sais pas, CAF, CPAM, etc., ou mairie métropole, bah, ces halls servaient très souvent à faire des réceptions publiques. Et dans ce cas-là, les gens restaient là, n'avaient pas leur manteau sur les épaules. Et il fallait qu'ils soient au confort. Donc, toutes les menuiseries extérieures, toutes les baies vitrées, façades rideaux, etc., de ces locaux-là, halls d'accueil, devaient être en triple vitrage. À part ça, ce qui est incontestablement à occupation passagère ne posera pas de questions comme un bête couloir ou une cage d'escalier. Deuxième critère d'exemption historique qui est reproduit en V10 mais nettement précisé, c'est la compensation par un émetteur de chaleur. Vous avez le droit de déroger à ce critère de delta de température de 4,2 Kelvin si jamais vous avez un radiateur sous la fenêtre qui crée un rideau d'air chaud et qui réchauffe votre lame d'air. Et même dans les critères V10, vous avez le droit de poser votre radiateur un petit peu à côté de la fenêtre et je vous invite à aller voir les critères V10 pour voir exactement ce que vous pouvez faire avec ça. Vous aviez un troisième critère qui a été supprimé en V10, mais si vous travaillez en V9, vous pouvez encore le poser, c'est si votre surface de fenêtre est inférieure à 1 m², considérant que si elle est si petite que ça, en angle solide vu depuis la plupart des positions dans la pièce par les utilisateurs, ça représentera un angle trop faible pour que par rayonnement, ça vous cause un inconfort. Donc on vous laissera passer ça. En revanche, on parle de la fenêtre entière, hein, on n'est pas dans le système de codage PHPP où on travaille pan par pan. C'est le bloc menuisé entier qui doit faire moins d'1 m². Voilà, on ne joue pas à dire ah tous mes pans de fenêtre font moins d'1 m², donc c'est bon. Non, ça ce serait un peu abusé. Ce critère-là est supprimé en V10, mais il est supprimé en V10 parce qu'en fait, le calcul de votre critère de confort de menuiserie extérieure en V10 est beaucoup, beaucoup plus précis que celui qu'on avait en V9 et en V8. Et il vous permet d'aller beaucoup plus haut dans les UW. Déjà, premier point, faites bien attention, mais ça vaut en V9 aussi, d'utiliser une température extérieure qui est définie pour ce critère-là dans votre fichier de données climatiques. Si vous n'avez pas ce chiffre-là, ça veut dire que le PHPP va utiliser votre pire température de dimensionnement de chauffage, je crois, et ce sera très défavorable. Donc, procurez-vous la température extérieure qui sert de dimensionnement pour le critère de confort des menuiseries, qui vous sera fourni par votre certificateur ou dans les mises à jour de données climatiques ou dans le PHP PV10, et vous la saisissez ici dans votre feuille fenêtre. Et à partir de là, le PHPP refera son propre calcul en fonction de surface de vos fenêtres, des surfaces de vos fenêtres, de votre UW, etc. et vous dira si vous êtes conforme ou pas. Et quand je dis qu'il est beaucoup plus sympathique, c'est qu'il vous permet sur beaucoup de climats de monter jusqu'à des 1,1, 1,2 watts par mètre carré Kelvin, qui commencent doucement à être envisageables en double vitrage. On a aux valeurs courantes de double vitrage à 1,35, 1,30. Si vous mettez d'excellents châssis dessus, vous pouvez descendre à du 1,15, 1,20. Attention toutefois, on parle UW mise en œuvre, comme dans tout le Passive House. Donc il faut intégrer là-dedans vos ponts thermiques de mise en œuvre de menuiserie qui pourraient faire mal.
Donc ça, ce sont nos critères d'exemption, la mise à jour V10, le calcul qui est plus précis. Euh, je vous rappelle aussi que tout ça vaut pour vos parois opaques. Vous avez une colonne qui est malheureusement généralement cachée dans la feuille surface. Faites très attention à celle-ci. Pensez bien à la montrer. Vous ne pouvez pas, sur un bâtiment passif, vous permettre d'avoir un mur non isolé, si jamais, même si votre besoin de chaleur de chauffage est conforme. Il faut que ça vous pose une alerte, que ça vous pose un problème. Alors, éventuellement, en rénovation, si la paroi est difficilement accessible ou si ça pose des problèmes techniques, vous pouvez négocier une exemption, mais ce sera au cas par cas. Ça aussi à voir avec votre labellisateur. Vous ne pouvez pas partir de l'hypothèse que ce sera bon et que ça passera. Louis, j'ai une question. Oui, avec plaisir. Peux-tu préciser l'émetteur de chaleur, par exemple pour un soufflant en plafond, à quelle Alors, distance doit être l'émetteur? là, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de faire tous les cas qui sont décrits dans le référentiel, mais j'insiste, le référentiel V10, la page que je montre en bas à droite, qui montre tout ça, est directement disponible sur le site de la Maison du Passif et sur le site du PHI. Et vous donnera exactement les conditions que vous devez respecter pour vous permettre d'être exempté du critère de confort de menuiserie extérieure. Je finis juste sur cette notion de critères de confort. Vous avez un dernier cas d'exemption que personne ne mène jamais parce qu'il est très très lourd. C'est de faire une étude ISO 7730, donc la fameuse norme de confort des ambiances intérieures, des ambiances thermiques intérieures, qui elle va prendre en compte votre habillement, votre activité et votre température de rayonnement pondérée par toutes les surfaces de parois qui sont autour de vous, température de l'air, etc. Donc il vous faut un logiciel qui est capable de manier cette norme-là, qui est capable de vous faire une modélisation 3D de votre local et dans laquelle vous pourrez intégrer bah, justement l'activité de vos occupants et leur niveau d'habillement. Et c'est elle qui vous dira si jamais vous descendez ou pas en dessous des 4,2 Kelvin de delta. Et si ce 4,2 Kelvin peut être pondéré à l'échelle de votre activité, de votre habillement, justement. C'est quelque chose que j'ai jamais vu faire. Je crois que Victor l'a vu faire une fois sur une certification et c'était revenu malheureusement négatif. C'est-à-dire que le demandeur s'était embêté à faire toute cette étude-là pour finalement prouver que ce serait inconfortable s'il posait du double vitrage et devoir quand même poser du triple. Pour une étude qui peut coûter un petit peu d'argent. Voilà pour nos températures de confort côté intérieur. La ventilation de tous les locaux. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a mis malheureusement un peu de temps à vraiment impacter rigoureusement sur tous les projets et pourtant c'était écrit depuis très longtemps dans les critères de certification. Tous les locaux d'un bâtiment passif doivent être ventilés. Tous, 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 à partir du moment où on peut rentrer dedans, concrètement. Un placard n'a pas besoin d'être ventilé. Un local de stockage technique a besoin d'être ventilé. Voilà. Toujours, toujours, toujours. C'est dû au simple fait que notre bâtiment est tellement étanche à l'air que si jamais il n'est pas ventilé, par soufflage, reprise ou transfert, hein, l'un des trois, ou naturel, s'il n'est pas ventilé, bah, les polluants vont stagner potentiellement éternellement. Voilà, ils ont pas de raison de s'évacuer, surtout s'il n'a aucune surface en contact avec l'air extérieur, peu de fuite. C'est un sujet d'ailleurs qui est revenu sur le dessus de de la pile auprès du PHI lors d'une visite d'étude dans un bâtiment de logement collectif certifié PH, sur lequel, sur un palier horizontal, un palier quoi, desservant plusieurs logements intérieurs au bâtiment. Il y avait eu manifestement un accident, un locataire avait laissé des ordures traîner trop longtemps sur le palier, ça avait pourri, ça avait pué, et depuis, bah, éternellement, ça puait. Parce qu'il n'y avait pas de fenêtre sur ce palier-là, il était aveugle, il n'y avait pas de système de ventilation, il n'y avait rien, et l'air n'était juste pas renouvelé. Donc ça peut puer très 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 longtemps à ce rythme-là. Donc on vous dira ventiler tous les locaux. Ce que ça va vouloir dire, c'est que ça peut poser des difficultés pour plusieurs types de locaux. Donc, il va falloir implémenter ça dans votre conception le plus tôt possible pour ne pas être surpris en chantier ou alors quand revient le rapport de labellisation intermédiaire. Si on regarde sur ce plan-là, je vous ai mis un exemple, ça c'est Energeo qui nous l'avait fourni au groupe technique. On voit qu'on a ici un palier horizontal, enfin une circulation pardon, horizontale, qui dessert des logements et qu'à aucun endroit, elle n'est en contact avec l'air extérieur. Donc vous ne pouvez même pas poser une fenêtre dessus. Donc vous êtes obligé de ventiler en mécanique. Je dis ça parce que le PHI a admis qu'on pouvait, pour ces locaux-là, uniquement pour ces locaux-là, distribution, locaux avec occupation discontinue, etc., ventiler par ouverture des fenêtres et ne pas ventiler activement mécaniquement. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite parce que ça va coûter très cher en prise en compte énergétique. Si jamais vous faites ça, le PHI vous impose d'intégrer à votre PHPP un renouvellement d'air de 0,1 volumeur, ce qui est finalement énorme, sans récupération de chaleur, sur tout le volume H24.
24 heures sur 24. Et ça va faire mal à votre bilan. Et vous allez réenvisager de les ventiler en mécanique. Voilà. Pour tout le reste des locaux, locaux techniques, tout, tant que c'est dans l'enveloppe, étanche à l'air et isolé, tant que c'est au volume de calcul de PHPP, ça doit être ventilé. Et c'est tout, incontournable. Sinon, ça bloque la labellisation. Alors, lié à ça, je me permets, je vais sauter juste ça. Voilà. Tant qu'on est dans la ventilation de tous les locaux, se pose la question parce qu'on a envie d'anticiper les choses, donc on devient parano et on s'inquiète sur tous les locaux qui passent de leur niveau de ventilation et on voit le local ventilation. On se dit quand même, le local ventilation, on n'a pas l'habitude de le ventiler activement, ce serait un peu poussé, parce que souvent en plus il n'est même pas étanche à l'air, mais là on est en passif. Supposons on a une CTA à l'intérieur du volume chauffé, isolé par extérieur, et on se demande si bah, cette règle s'y applique aussi. On est allé voir le PHI, je leur ai posé la question, et il y a plusieurs certificateurs monde entier qui ont tiqué un petit peu, qui ont dit quand même c'est un peu, un peu violent de vouloir ventiler votre local ventilation, surtout qu'une machine a souvent des fuites. Et donc là, un des demandeurs, un des certificateurs qui posait la question avec moi, qui s'est joint à moi pour poser la question, a proposé une règle rapide et qui est devenue une règle qui a été implémentée par le PHI maintenant pour les certifications, mais qui n'est pas encore au référentiel, qui est de dire bah, tout bêtement, regardez votre machine, si elle est certifiée PHI, son étanchéité est elle-même certifiée. Si on vous dit que son étanchéité extérieure, donc vis-à-vis des volumes extérieurs, pas d'un flux sur l'autre, est inférieure à 1%, vous avez le droit de prendre en compte que vous êtes sur 1%. Ce 1%-là, vous l'appliquez au débit de ventilation total qu'elle véhicule, supposons 1000 mètres cubes heure. Vous allez vous retrouver avec 10 mètres cubes heure. Si jamais ce 10 mètres cubes heure représente plus de 0,1 volumeur du local dans lequel vous avez installé la CTA, alors pas besoin de poser une bouche de ventilation. Et ça règle la plupart de vos cas. Par une bête proportion entre le débit de la CTA et la taille du local dans lequel elle est implémentée et les moyennes de fuite d'étanchéité des centrales, généralement on le respecte et la question se posera. Donc ça vous réglera la question. Paul-Louis, j'ai une question sur le slide précédent concernant la ventilation des communs. On me demande l'incidence en termes de réglementation feu. Ça Et sous-entend ça peut qu'il va poser falloir, problème, ouais. effectivement, vous n'aurez pas le droit de mutualiser comme ça toutes vos centrales, ou alors il va falloir pas mal de clapets coupe-feu. Malheureusement, je ne suis pas fluide, donc je vais y aller doucement sur ma réponse. Je ne vais pas être trop péremptoire. Jean-Luc, n'hésite pas à me compléter. Mais ça veut dire que de base, il vous faudrait une centrale de double flux qui soit dédiée pour ces locaux-là. Ce serait la Alors, solution la plus pas simple. forcément, parce que moi j'ai eu un cas Ouais. récent sur un logement collectif où le contrôleur technique, après avoir discuté un certain temps, on va dire, a quand même accepté d'avoir une seule CTA qui ventile à la fois les logements et les communs, sous réserve notamment, alors j'ai plus tous les détails en tête, mais sous réserve notamment qu'on ait des bouches coupe-feu au niveau des paliers. Voilà, ouais. Donc clapet coupe-feu à toutes les parois coupe-feu, et voilà quoi. Ok, bon, je crois que ça répond à la question. Je te laisse voir dans le chat, mais pour moi, c'est la solution. Alors, autre sujet, donc menuiserie extérieure, pont thermique de mise en œuvre. Le pont thermique de mise en œuvre des menuiseries a un linéaire tellement important sur vos projets que la valeur indicielle que vous lui appliquez va avoir un impact gigantesque sur le besoin de chaleur de chauffage du projet. Historiquement, le Passivhaus acceptait que quand la mise en œuvre avait une bonne tête, on va dire, quand le schéma avait l'air propre et qu'on avait une bonne continuité d'isolant, enfin une bonne continuité entre châssis dormant et isolant, on garde notre valeur par défaut de 0,04, celle qui est toujours pré-saisie au PHPP. Ça, aujourd'hui, c'est plus accepté. Le PHI vous dira non, 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 on ne veut pas, hors justification, utiliser 0,04. Il vous faut, dans tous les cas, un catalogue ou un calcul de pont thermique qui prouve l'ordre de grandeur, enfin le chiffre même que vous allez appliquer à votre PHPP. Donc pour ça, la réponse est dans le titre, il faut soit trouver des catalogues qui sont capables de vous donner ces valeurs, soit faire des calculs de modélisation, enfin des modélisations de pont thermique de mise en œuvre de fenêtres qui sont dédiés. Là, je vous ai mis quand même en illustration le catalogue du PHI. Alors celui-là, je crois qu'il faut l'acquérir auprès du PHI. Si jamais, ou alors je me demande s'il ne faut pas être IPHA, mais en tout cas, il le distribue. Et il vous donne énormément de cas de figure selon les types de procédés constructifs, selon les types de menuiserie, etc. Et c'est très appréciable parce que ça vous économise les calculs et vous avez des valeurs qui sont assez précises. Ensuite, les conduits froids dans l'enveloppe.
Ça aussi, c'est quelque chose qui est resté assez longtemps non dit, parce que ça avait potentiellement pas besoin d'être explicité. C'est comme si on vous demande, faut-il prendre tous les ponts thermiques qui en comptent dans ma modélisation? La réponse sera forcément oui. C'est juste une question de degré de détail. Il y a toute une famille de ponts thermiques qui était très longtemps oubliée dans les PHPP et pas prise en compte dans les labellisations. Et maintenant, cette période est terminée parce que tous les labellisateurs vont le voir passer, vous le demanderont. C'était les réseaux d'évacuation d'eau usée et d'eau pluviale qui cheminent à l'intérieur de votre volume chauffé. Celles-ci mettent très souvent en relation aérolique les réseaux d'évacuation de la ville, les collecteurs d'eau usée et d'eau pluviale qui sont sous la voirie, et la toiture de votre bâtiment, côté extérieur. Pour les eaux pluviales, tout simplement parce qu'elles débouchent en toiture, pour les eaux usées, parce qu'elles ont des ventilations primaires. À partir de là, par tirage thermique, vous risquez d'avoir une circulation d'air à l'intérieur de ces conduits et donc une conduite froide qui chemise à l'intérieur, qui chemine à l'intérieur de votre enveloppe de bâtiment. Et à partir de là, il faut le prendre en compte comme un pont thermique intégré. Ce pont thermique intégré dans votre bâtiment peut être estimé en chiffres, en watts par mètre Kelvin, grâce aux outils du PHI. Vous en avez un qui est indépendant du PHPP que votre labellisateur pourrait vous fournir si vous lui demandez. Et sinon, dans le PHPP V10, vous avez en bas de la feuille surface un outil direct qui est assez détaillé. Il est en version simplifiée, hein, si je ne m'abuse, dans le PHPP V9 aussi en bas de la feuille pont thermique. Il est un peu moins précis que ça. Et voilà, ça va vous pousser à isoler tous ces réseaux plus que pour la condensation, hein. Et n'oubliez pas que, on parle aussi bien pour les eaux usées de la ventilation primaire que tout ce qui descend jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Et tout ça à prendre en compte. Et ça peut faire très mal, hein. J'ai déjà vu des PHPP sur lesquels ça faisait plus 1,5, plus 2 kWh mètre carré de besoin de chaleur de chauffage, de tous les intégrer parce que c'était mal isolé. Et ça peut vous faire planter un projet. Donc surtout, ne les oubliez pas, prenez-les en compte. Le FRSI 0,25, ça aussi c'est un critère qui existe depuis toujours, mais sur lequel le PHI insiste plus maintenant et sur lequel il veille bien plus. Donc FRSI 0,25, la formule de calcul de ce critère est donnée au-dessus. Si vous avez suivi la CEPH, vous vous souvenez comment ça se calcule, hein. On change la résistance superficielle intérieure de notre paroi pour un 0,25 pour prendre en compte que peut-être on a un meuble quelque part dans le angle de la pièce, en tout cas une résistance superficielle supérieure, et qui fait qu'on va avancer un peu dans le gradient de température chaud-froid, un peu plus tôt que ce qu'on croyait quand on arrive à la surface intérieure de notre paroi. Et ce qui nous inquiète, c'est le point plus froid de notre pont thermique, puisque c'est à cet endroit-là que, sur le long terme, on pourrait voir apparaître des moisissures ou, si on va vraiment très loin en surface froide, si on descend vers des températures très faibles, de la condensation. Ce FRSI, il est généralement pas demandé sur des projets courants. Sur des projets courants passifs, on traite tous nos ponts thermiques, donc la question ne se pose pas. On n'a pas de risque de point froid et le labellisateur n'a pas besoin de lever le sourcil en voyant passer un détail en se disant, Ouh là, je sens venir un point froid à cet endroit-là. Par contre, dès que vous commencez à avoir des ponts thermiques francs sur vos PHPP, la question se pose. Mais pas n'importe quel pont thermique franc. Ceux qui doivent vous inquiéter, c'est ceux où la rupture d'isolant se fait côté intérieur de votre enveloppe. Par exemple, je vous ai montré, vous voyez sur ce schéma-là, une isolation par l'intérieur, un mur extérieur et un plancher intermédiaire, tout ça supposons en béton avec une bonne isolation intérieure. Votre concentration de flux de chaleur se fait ici, dans la dalle, qui vient trancher votre isolant, ça vous le savez très bien. Et ici, on a un point particulièrement froid qui va très probablement faire dérailler notre FRSI 0,25, qui va nous mettre en dessous des valeurs acceptables pour une labellisation. Si jamais à la place de ce schéma-là, on avait eu un plancher prolongé à l'extérieur qui formait un balcon et une isolation extérieure qui était interrompue justement par ce balcon, le flux de chaleur aurait été très concentré au niveau de l'interruption de l'isolation dans le balcon ici, mais en arrivant sur le mur en béton intérieur, sur le voile béton, il se serait bien diffusé. En plus, le béton diffuse bien la chaleur, donc ça marche bien, ça conduit bien la chaleur, donc ça marche bien. Le flux se serait finalement éventé, diffusé sur toute la surface d'échange côté intérieur de notre mur, et on aurait eu beaucoup moins de concentration du flux en un seul point qui aurait créé un point très froid. Donc le risque de point froid est quasiment pas manifeste, en tout cas critique, dans le cadre d'une isolation extérieure avec la même rupture due à un balcon. Par contre, elle l'est pour une isolation par l'intérieur avec une rupture par la simple dalle qui vient chercher le mur extérieur.
Et celle-ci doit vous inquiéter. Et celle-ci, le PHPP, le labellisateur, pardon, PHI, le verra et vous demandera un calcul de FRSI 0,25 pour ce point-là. Et il faudra que votre FRSI soit supérieur à certaines valeurs qui étaient anciennement tabulées en bas à droite, mais qui sont aujourd'hui recalculées automatiquement pour vos climats dans le PHPP. Donc vous affectez le bon climat dans votre PHPP, vous allez voir dans la feuille vérification ou même dans la feuille surface en bas dans la partie pont thermique, je crois qu'on vous le réaffiche. Attention, il est décliné en deux valeurs. Il y a la valeur 40 courante pour tout le projet et vous avez une valeur décrochée pour les seuils de porte. Les seuils de porte sont particulièrement difficiles à traiter sur ce point-là. Très souvent, on arrive à des FRSI assez faibles. Pragmatiquement, le PHI a abaissé les valeurs seuil pour ces points-là, considérant que c'était quasiment impossible de les tenir la plupart du temps. Paul-Louis, j'ai une question, on revient un petit Oui, peu en arrière, mais une plaisir. question sur les colonnes froides. Alors, ouais. Alors, une différence entre une ventilation eau usée au van ou au pluvial à l'air libre et un clapet équilibreur de pression, donc non constamment à l'air libre, est-elle prise en compte? Oui. Alors, eau usée, eau vanne, tout ça, non, c'est un conduit qui se balade dans l'enveloppe qui est froid, et ça, le PHP, enfin, l'applet de PHPP fait pas la différence. En revanche, avec les consignes de cet outil-là, de cette applet-là, on vous dira que si vous avez un clapet aérateur en partie haute, qui vous permet justement d'avoir de circulation d'air dans vos réseaux d'eau usée à travers la ventilation primaire qui est là-dessous, hein, que quand quelqu'un tire une chasse d'eau, concrètement, que quand il y a un appel d'air, alors, vous allez réduire nettement les déperditions. On vous affectera un coefficient de pondération en dessous de 1 pour ce pont thermique-là, considérant qu'il y a beaucoup moins de circulation d'air dans votre conduit. Et si en plus ce clapet aérateur membrane est à l'intérieur de votre enveloppe, vous aurez le droit de saisir zéro. Vous ne prenez pas en compte le pont thermique. En revanche, faites attention à ça, parce que là, c'est le certificateur qui vous parle. Et comme je te disais tout à l'heure, Jean-Luc, moi, je ne suis pas fluide. Et quand j'ai opposé ça à mes amis les fluides au bureau, ils m'ont dit, attendez, les fabricants recommandent de ne pas poser ce genre de clapet à l'intérieur de votre enveloppe chauffée étanche à l'air, considérant que leur durée de vie n'est pas éternelle, qu'au bout d'un moment, ils seront plus étanches et que ça va finir par sentir mauvais. Donc, ils seraient censés être plutôt à l'extérieur du bâtiment. Oui, moi, la consigne que je donne souvent, en tout cas, c'est si on en met à l'intérieur, c'est qu'il soit accessible, qu'il y ait une trappe d'accès pour maintenance. En tout cas, Ouais, ça, ouais, c'est le ouais, pour le minimum. remplacer, ouais, bien sûr. J'ai une question sur les seuils. Oui. Avez-vous des informations sur l'isolation des seuils de menuiserie de porte? Et il Ouh, est question là du produit Purénite qui est sur le bien marché, sûr. sans avis technique. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour traiter ce pont thermique? Je pense que oui, il y a d'autres fabricants, mais Ouais. Oui, il y en a d'autres, c'est juste que le Purénite, c'est devenu un peu le WD-40 du thermicien sur les seuils de porte. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'on en est partout. oui, c'est vrai. Euh, mais non, mais c'est celui qu'on propose. Après ça, n'importe quel matériau qui fait rupture de pont thermique et qui tient assez bien mécaniquement est capable de faire la même chose que du Purénite. Donc, même virtuellement, un bout de bois serait capable de le faire, hein. Après ça dépend complètement de nos détails, du point de tenue, enfin du niveau de tenue mécanique dont on aura besoin à cet endroit-là précisément, de la distance qu'il va falloir qu'on soit capable de tenir avec un appui par-dessus, etc. Non, j'ai pas de solution par défaut. Là, c'est vraiment au détail, au cas par cas. Si tu en as, Jean-Luc, je prends. C'est une formule magique. Alors, ça, on en a déjà parlé. Alors, les cuisines collectives, gros sujet. Il est 17h40, je vais commencer à m'activer un petit peu. Les cuisines collectives représentent des consommations d'énergie énormes et des apports de chaleur interne gigantesques aussi. Et c'est très délicat de les prendre en compte dans nos usages courants. Donc, de base, théoriquement, si on certifie un bâtiment qui n'était qu'une cuisine et un réfectoire, comme c'est le cas pour la cantine de l'OS, qui est certifiée d'ailleurs, qui est sur la base de données PHI, on ferait une approche par les apports internes par défaut, enfin justement recalculée, ce serait le plus précis. Mais la plupart du temps, de toute façon, ce type de locaux est noyé dans un bâtiment plus gros. Donc dans ce cas-là, le PHI va vous dire, on garde les critères de certification habituels, au sens de votre consommation d'énergie primaire, de vos surchauffes, de tout, et vous restez en apport interne par défaut parce que bah, votre cuisine, c'est un élément de tout le bâtiment, et lissé avec la surface de tout le bâtiment, ça posera moins de questions. Voilà. En revanche, pour ce qui est de calculer sa consommation, il va quand même falloir le faire. Historiquement, on prenait un scénario d'usage de la cuisine. On disait, voilà, je vais utiliser 2 heures la friteuse, 3 heures enfin bref, tel appareil, le batteur, bref, tout ça. Et ça, c'est extrêmement long et fastidieux. Le PHI a sorti une approche simplifiée qui est vraiment très appréciable,
puisqu'elle nous évite de se faire tout ce travail de scénarisation, de fonctionnement des appareils et d'estimation de leur consommation, qui est aussi compliqué une fois qu'on a les horaires, hein, il faut qu'on établisse des puissances. Cette méthode vaut pour plus de 200 repas par jour, donc il vous faut quand même de la grosse cuisine, c'est pas pour la toute petite cuisine. Et elle vous permet de forfaitiser toutes vos consommations, sous réserve que vous respectiez les règles du PHI. Donc ces règles, je vous en ai mis un extrait là. Si le cas vous arrive, vous demandez à votre labellisateur qui vous les diffusera. Je n'ai pas le droit de vous les donner comme ça aux quatre vents. Et ces règles-là, en fait, vous imposent des performances pour tous les éléments qui composent votre cuisine en termes d'équipement, consommateur d'énergie. Là, on vous dit, par exemple, il ne faut pas que ça travaille au gaz. Voilà, règle numéro un, on ne veut pas de gaz dans notre cuisine. Si on veut que ce soit efficace, il faut retirer ça. Si jamais vous avez du dishwashing, donc du lave-vaisselle, sous un comptoir, il faut qu'il consomme moins de 3 litres par rack. Ou alternativement, qu'il soit labellisé Energy Star. Bref, et vous avez des consignes comme ça sur tous les équipements de cuisine que vous pourrez installer. Si vous appliquez cette méthode-là, le PHI dit OK, votre cuisine est réputée performante, et d'après nos retours d'expérience sur toutes les mesures qu'on a fait sur des cuisines, on sait que vous pouvez forfaitiser votre consommation à 1 kWh d'énergie finale par repas chaud. Voilà. 0,25 par repas froid. Et c'est providentiel de pouvoir calculer ça comme ça dans un PHPP, vous gagnez énormément de temps. Alors, vous allez me dire, quid des apports internes? Vos apports internes vont quand même être là et vont quand même être relativement élevés. Ça va se dégager ça va dégager de la chaleur qui devrait se retirer du besoin de chaleur de chauffage. Pour prendre en compte ça, le PHI a établi une règle qu'on applique à nos ventilations de cuisine, qu'il y ait ou pas récupération de chaleur sur vos hottes, vous appliquez un rendement de récupération de plus 18%. Donc si vous n'aviez pas de récupération de chaleur, vous étiez juste en compensation sans récupérateur à batterie et au glycolé, ce genre de choses, vous preniez 18% de rendement au lieu de zéro. Et si jamais vous avez une récupération de chaleur sur vos hottes, avec tout ce qui va bien qui vous permet de le faire, hein, les filtrations, etc., supposons que vous ayez une récupération à 60%, bah vous codez 78%. Tout ça vous donnera finalement moins de déperdition que la réalité, mais viendra implémenter le fait que vous avez plus d'apport de chaleur à cause de tous ces équipements qui vont fonctionner, qui vont chauffer votre bâtiment. Voilà, donc ça, c'est pour les dernières règles qu'on a sur les cuisines collectives. Les consommations d'ECS par défaut ont été revues à la baisse en bureau. Désormais, on est sur 3 litres par jour et par personne. Donc, retenez bien cette valeur-là. Je ne suis pas sûr qu'elle soit déjà dans les champs d'aide du PHPP. Et ça vous fait nettement chuter les consommations. Si jamais vous n'avez pas d'eau chaude sanitaire au point de tirage dans les sanitaires, justement, vous pouvez la négocier nettement à la baisse. Dans ce cas-là, vous pouvez la faire voler et utiliser le scénario de consommation d'eau chaude sanitaire que vous codez dans la feuille ECS distribution, que vous pensez réaliste vis-à-vis des derniers usages de chaude sanitaire qui restent dans votre bâtiment. Le ménage, typiquement, les kitchenettes, éventuellement des douches, des choses comme ça. Mais dans ce cas-là, vous le recalculez à la main. Mais désormais, on est sur 3. Les CTA non certifiés. Alors, historiquement, on avait la règle des moins 12%. On disait, si votre CTA n'est pas certifié par le PHI, vous pouvez la poser comme tout composant non certifié, hein. Vous pouvez toujours poser des composants non certifiés sur vos projets. Mais pour le cadre des CTA non certifiés, vous deviez dégréver leur rendement de 12%. Aujourd'hui, si votre centrale fait plus de 600 mètres cubes heure, vous n'avez plus le droit de faire ça. Vous avez toujours le droit, c'est ce que j'ai écrit en bas, vous pouvez toujours le faire sur des CTA domestiques ou de petits volumes. En dessous de 600 mètres cubes heure, c'est accepté. Par contre, quand ça devient des trop gros débits, l'impact est trop important et le PHI va refuser de voir cette pénalisation forfaitaire. Il va vous dire non, désormais, on veut quand même mettre le nez dans le calcul du rendement. Tout simplement, si vous vous souvenez de votre formation CEPH, parce qu'on avait vu, vous voyez, cette fameuse formule qui traumatise tous les élèves de la CEPH historiquement, qui est là pour décrire la façon dont le rendement est calculé euh, par le PHI pour les centrales double flux, pour qu'il soit cohérent avec la prise en compte des apports internes des machines dans le PHPP. Donc tout ça est un ensemble cohérent. Le PHPP travaille d'une certaine façon, considère que les apports internes de réchauffement des flux d'air par les CTA de double flux sont pris en compte dans le rendement de la double flux. Donc il faut que ce soit bien le cas. Donc le PHI va vérifier à partir de fiches de sélection des fabricants, donc au point de fonctionnement que vous définissez, avec des pertes de charge qui sont vraisemblables et avec des données de température-humidité, des hypothèses de température-humidité, air extérieur et air intérieur, qui sont définies d'ailleurs par le PHI dans cette méthode-là. Donc il faut que vous demandiez à votre labellisateur qui vous les transmette.
À partir des fiches de sélection appliquées sur ces hypothèses-là, le PHI recalcule le rendement. Il va vous demander pour ça 700 euros hors taxe par machine que vous voudrez réévaluer. Si jamais vous avez plusieurs machines sur le même projet, le prix sera dégressif, il n'y a pas de problème. Ça fait que vous allez vous retrouver, pour expliciter clairement les choses, parfois à hésiter entre une machine certifiée qui coûte plus cher parce qu'elle est plus qualitative et qu'elle est certifiée, et une machine moins chère, mais qui va vous demander 700 euros de plus, et vous aurez un peu moins de visibilité sur son rendement tant que vous n'aurez pas fait cette évaluation-là. Donc c'est un risque un peu à courir. Généralement, on ne tombe pas très très loin du débit fabricant. Même on a parfois des surprises, on tombe au-dessus justement parce qu'on prend en compte notre réchauffement par les ventilateurs. Donc on obtient un débit, un rendement certifié qui est plus élevé que celui qu'on croyait. Donc c'est une bonne surprise. Mais je ne peux pas vous garantir non plus ce que vous allez obtenir. Autre petit point, beaucoup plus marginal. Si votre machine est certifiée sur une certaine plage de débit, par exemple celle-ci entre 1000 et 15 000, et que vous décidez de l'utiliser à 16 000, théoriquement votre certificat ne vaut pas. Le PHI n'acceptera pas le point de fonctionnement à 16 000 avec une valeur de rendement de ce certificat-là et vous demandera de jeter un œil dessus. Là, ce sera moins cher parce qu'il connaît déjà la machine. Ce sera seulement 200 euros par point de fonctionnement évalué pour lequel on redéfinit un rendement. Et ça vaut que si votre point d'utilisation de la machine est appliqué plus de 10% du temps dans votre PHPP. Si vous êtes en dessous de 10% du temps, on vous dira, allez, c'est pas grave, c'est minoritaire, c'est négligeable, donc on ne s'y intéresse pas, on accepte que vous restiez sur le rendement de récupération qui était affiché dans votre certificat. Voilà. Alors, étanchéité à l'air des CT intermittentes, il y a eu ça a plané, l'ambiguïté a longtemps plané quand même en France sur ces sujets-là, et maintenant il faut qu'on soit bien bien clair. C'était déjà dit dans le référentiel étanchéité à l'air des bâtiments passifs, enfin mesure de la perméabilité en passif de 2016, donc ça remonte, ça fait déjà 8-9 ans. Dans les bâtiments comportant un système de ventilation intermittent, les clapets doivent être fermés pendant le test, mais pas obturés. Vous n'avez pas le droit de colmater les ouvertures de vos ventilations double flux si jamais elles sont intermittentes pour le test d'étanchéité. Ça veut dire concrètement, le fait qu'elles soient intermittentes veut dire que généralement vous n'êtes pas en logement ou en hébergement. La ventilation ne fonctionne pas tout le temps. Ça va en cohérence avec le fait qu'il faut prendre en compte les renouvellements d'air parasites par étanchéité à l'air qui ont lieu quand la machine ne fonctionne pas. Quand la machine fonctionne, oui, vous avez les débits, ils sont pris en compte au PHPP, il n'y a pas de problème, mais quand elle est à l'arrêt, vous avez peut-être un renouvellement d'air à travers ces conduits qui va se créer, qui va refroidir le bâtiment de l'intérieur. Et ça, vous devez le prendre en compte. Donc, on va le prendre en compte comme de l'étanchéité à l'air. Et donc, pour ça, il ne faut pas colmater ces conduits-là. Comme dit, c'est... Alors, pas comme dit. Sur un bâtiment qui devient grand et qui est performant, vous pouvez généralement vous permettre d'avoir des simples volets de fermeture sur votre centrale qui ne sont pas extrêmement étanches à l'air, mais c'est une fuite tellement ponctuelle, localisée, qu'à l'échelle totale du bâtiment, c'est, vous pouvez potentiellement vous le permettre. Mais ce serait bien quand même de vous inquiéter, de voir s'ils sont un minimum étanches, ces volets-là. Et il faut qu'il y en ait. Et face extérieure centrale. Autre sujet, mais ça c'est vraiment en passant, le Q50. N'oubliez pas que la règle du Q50 inférieur à 0,6 m3 mètre carré heure qu'on pourrait vous imposer est en fait une recommandation pour les gros bâtiments en passive house, en labellisation, mais pas obligatoire. Comme respecter un N50 à 0,6 volumeur sur des bâtiments énormes, ça devient facile, parce qu'on a en termes de surface déperditive qui crée des fuites ramenées à votre volume, bah, un chiffre relativement faible par rapport à des tout petits objets comme des maisons individuelles. Le PHI recommande de basculer sur un Q50 qui est beaucoup plus difficile à respecter que le N50 sur des gros bâtiments, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore 2 slides. J'essaie Attends, d'aller vite. Oui. Paul-Louis, j'ai juste une petite question. Je ne sais pas si tu auras toi un retour d'expérience là-dessus. Est-ce que tu as une idée du temps mis par le PHI pour recalculer les fameux rendements? Oh, Tu as ça va déjà eu le vite. cas, toi? Ouais. En 10 jours, c'était fait. 10 jours ouvrés, c'était fait. Et même moins. Ils s'engagent sur un délai d'ailleurs dans leur protocole. Il faut voir avec le certificateur qui va transmettre la demande. Certification de bâtiments sans chauffage. J'ai eu il n'y a pas longtemps un client avec une maison individuelle au sud qui voulait vraiment un bâtiment très performant, tellement performant qu'il se passerait de chauffage. Mais il ne faut pas oublier quand même, dans la définition historique du bâtiment passif, un bâtiment passif n'est pas un bâtiment sans chauffage. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à dire comme un adage, mais c'est juste faux.
Si jamais vous faites un bâtiment quel qu'il soit sans chauffage, vous ne pouvez pas réguler sa température intérieure. Il y a forcément des moments où les apports internes apports solaires ne vont pas matcher vos déperditions et vous allez vous retrouver avec des variations de température et donc potentiellement des inconforts. Un bâtiment passif est un bâtiment qui peut se passer d'un système de chauffage conventionnel ou au sens où la plus souvent il pourrait se chauffer uniquement sur l'air soufflé par un double flux. Pour rappeler vraiment auprès de tout le monde la définition historique. Mon client voulait négocier le fait qu'il n'ait pas de système de chauffage auprès du PHI, parce que moi je lui avais opposé que c'était embêtant, qu'il n'ait pas de système de chauffage, que c'était pas acceptable. Donc je suis remonté auprès du PHI pour lui, il m'a demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose, et donc ils ont édicté des règles. Ils m'ont dit, OK, on se passe d'un système de chauffage potentiellement sur votre bâtiment passif si jamais la puissance de chauffage de la feuille heat load, de la feuille puissance chauffe du PHPP, vous affiche zéro. Concrètement, même au pire de l'hiver, dans les 2 jours de dimensionnement, nuageux, doux et clair et froid, dans tous les cas, vos apports internes et vos apports solaires sont supérieurs à vos déperditions. Donc il faut être très très bien isolé ou dans un climat très sympa ou les deux. Dans ce cas-là, oui. Si votre puissance de chauffage est à zéro, manifestement, bah, vous n'aurez jamais froid dans votre bâtiment, donc on peut s'en passer. Si votre puissance n'est pas nulle, mais votre besoin de chauffage est en dessous de 2 kWh mètre carré, donc là aussi, c'est quand même un bâtiment très 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 performant ou un climat très très sympa. Ils acceptent de faire une exemption uniquement si vous êtes sur un propriétaire occupant, à la réception, bien sûr, parce que vous ne savez pas plus loin, qui vous fait un papier, une attestation, où il dit qu'il comprend ce que ça va induire sur son confort, le risque que parfois il va descendre en dessous de 20 degrés, parce qu'il n'aura pas d'appoint de chauffage, qu'il aura peut-être besoin d'apporter un chauffage sur roulette, ou un soufflant ou quelque chose. Et dans ce cas-là, vous, en tant que codeur de votre PHPP, il faudra que vous preniez en compte, comme il n'y a pas de système de chauffage à demeure, le fait que vous êtes en électricité directe tout le temps. Donc vous allez vous coder en full électricité sur votre système de chauffage. Bon, comme le besoin est faible, ça ne fera pas très très mal sur votre besoin total, mais en tout cas, il faudra le coder. Dernier cas, très très large. Euh, Quand vous avez des usages particuliers, ça nous arrive de plus en plus souvent là, avec la démocratisation du label en France. On a de plus en plus des bâtiments originaux qui viennent se faire labelliser. Laboratoires, piscines, data centers, usines, ateliers, casernes de pompiers, tout, qui dérogent au scénario conventionnel, logement, bureau, EHPAD, etc., où on a des apports internes bien normés, des températures de consigne bien normées, et tout est bien calé. Dès que vous sortez des usages normés, appelez un labellisateur, appelez votre labellisateur et demandez-lui comment vous allez faire. Si vous êtes certain de certifier, logiquement, il faudra le contracter avant d'aller plus loin, mais en tout cas, dès que vous serez vraiment en lien direct avec lui, lui pourra voir avec le PHI, pourra présenter votre projet et demander qu'est-ce qu'on fait concrètement. Est-ce qu'on peut adapter les températures de consigne? Est-ce qu'on peut adapter les apports internes? Est-ce qu'on peut adapter les consommations totales énergie primaire si on a des usages qui sont trop denses en consommateurs d'énergie, typiquement du data center? Là, je crois qu'il y a un data center légendaire dans le nord qui a été, enfin dans le nord de l'Europe, qui a été labellisé au-dessus de 200 kWh mètre carré parce qu'il ne pouvait pas faire mieux avec les meilleures techniques disponibles. Donc le PHI est ouvert à la discussion. Le PHI, de toute façon, est très volontaire pour qu'il y ait un maximum de bâtiments certifiés. Donc ils seront très contents d'en discuter et d'envisager d'aménager les critères. Mais il faut le faire en amont parce que vous ne connaissez pas leur interprétation tant que vous ne leur avez pas demandé leur avis. Et si jamais elle est différente de la vôtre et que vous arrivez en certification intermédiaire au final, ça peut vraiment vous mettre dedans en termes de conception et de planning, d'apprendre qu'il va falloir faire des choses différemment de ce que vous aviez prévu. En attendant, la première règle que je peux vous transmettre quand même dans tous les cas, qu'on m'a demandé à chaque fois ces derniers temps, c'est commencer par faire un PHPP qui serait conforme sur un usage par défaut. Dites d'accord, j'ai des laboratoires dans mon bâtiment, j'ai des choses bizarres, mais si jamais c'était que du bureau, il serait conforme. Apport standard, apport interne standard, température de consigne standard, etc. Il aurait une enveloppe passive et une ventilation hygiénique passive, et ça vous met déjà du bon côté de la barrière pour commencer à avancer. Et dans le même temps, demandez à votre labellisateur. Et voilà, j'en ai fini. Désolé, je suis allé beaucoup trop loin en termes de temps, mais j'avais pas mal de choses à vous dire. Jean-Luc, est-ce qu'on a des questions à traiter? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, j'ai Oui, regardé très rapidement, hein, j'ai pu le rater, la question qui concernait les appartements à rénover stand-alone. oui, Et dans les critères de la V10, il est dit à un moment donné que les rénovations partielles, incluant donc des appartements individuels, peuvent être pré-certifiées si elles suivent l'Enerfit Retrofit Plan. Ça répond pas vraiment à la question, je pense, mais oui. Bon, bah, il faudra qu'on demande à Victor. Bah, je recommande à la personne qui a posé cette question
de s'adresser directement à Victor Hope, hein. Comme il a un projet, vous pourrez lui demander ce qu'il en a été chez vous. Voilà. Bon, bah, si on n'a pas plus de questions, c'est parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour ta Merci à modération. toi, Paul-Louis.